La dernière structure qui va nous intéresser, c'est l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire, c'est un petit appareil qui existe dans chaque néphron. Dans chaque néphron, on a un appareil juxtaglomérulaire qui joue un rôle très important au niveau de la régulation de la filtration glomérulaire. Vous allez voir que le jeu de la filtration glomérulaire est un jeu de pression. S'il n'y a pas de pression, il ne va pas y avoir de filtration glomérulaire. Donc, une petite variation au niveau de la pression, au niveau des artérioles afférentes et efférentes, peut conduire à un arrêt de filtration. Bien, dans chaque néphron, il y a un petit appareil de contrôle de cette pression qui va permettre de maintenir la filtration glomérulaire en jouant sur le volume sanguin. Et par le biais de la rénine que ce petit appareil sécrète, eh bien, il agit aussi sur la pression artérielle systémique. Alors, l'appareil juxtaglomérulaire, il doit son nom à sa position puisqu'il est proche du glomérule, entre le pôle vasculaire du glomérule et le retour du tube contourné distal. Cette position est très importante pour la fonction physiologique accomplie par cet appareil. On voit dans le schéma, vous voyez un petit cercle noir qui entoure une structure double. Une partie de l'artériole afférente et une partie du tube contourné distal. Et vous voyez qu'ils sont collés l'une à l'autre. Eh bien, c'est ça l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire se compose donc d'une partie du tube contourné distal qui est collée à l'artériole afférente. L'artériole afférente contient des cellules qu'on appelle les cellules juxtaglomérulaires, qui sont des cellules riches en barorécepteurs et qui contiennent des granules sécrétant la rénine. Vous vous rappelez de la rénine, c'est l'acteur principal au niveau donc de la régulation de la pression systémique. En parallèle, vous avez le tube contourné distal où il y a un épaississement des cellules. Cet épaississement, ça s'appelle la macula densa. La macula densa, qui sont des cellules qui contiennent des osmorécepteurs et qui sont responsables donc de la régulation de la filtration glomérulaire en fonction de la pression osmotique. Alors ici, donc, un autre schéma qui illustre l'appareil juxtaglomérulaire. Donc, vous voyez l'artériole afférente, dont une partie qui est collée au tube contourné distal. Vous voyez les cellules juxtaglomérulaires qui produisent la rénine et qui contiennent des barorécepteurs. Les cellules de la macula densa qui contiennent des osmorécepteurs. Alors, il y a aussi les cellules mésangiales. Ces cellules mésangiales qui remplissent l'espace entre l'artériole afférente, efférente et le tube distal. Et le rôle de ces cellules reste inconnu. Donc, au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, vous avez trois types de cellules. Vous avez les cellules juxtaglomérulaires, vous avez les cellules de la macula densa et vous avez les cellules mésangiales. Ces cellules dont le rôle n'est pas encore bien défini. Ici encore une autre coupe qui illustre l'appareil juxtaglomérulaire. Donc vers le bas, vous avez la capsule Bowman. Vers le haut, vous avez une coupe transversale au niveau du tube contourné distal. Vers la droite, vous avez l'artériole efférente et vers la gauche, vous avez l'artériole afférente. Eh bien, le contact entre l'artériole afférente et le tube contourné distal, c'est ce qu'on appelle la macula densa. Alors, regardez bien au niveau des structures histologiques que les cellules juxtaglomérulaires en 7 ne sont rien que des cellules musculaires de la paroi de l'artériole qui se sont épaissies et qui contiennent des barorécepteurs en plus des granules sécrétrices de rénine.
Alors, à l'intérieur de l'artériole afférente, vous avez l'endothélium, donc une couche endothéliale qui est entourée par une couche musculaire. Et au niveau du contact, de la zone de contact avec le tube contourné distal, vous avez les cellules qui deviennent plus grandes avec des barorécepteurs et des granules qui représentent des granules sécrétrices de rénine. Alors, en parallèle, ce qui se passe dans le tube contourné distal, c'est que contact avec l'artériole afférente, vous avez aussi un épaississement cellulaire qui est dans la macula densa ou des cellules qui contiennent des ossements récepteurs. Et en œuf, vous regardez, vous avez les cellules mésangiales, qui sont des cellules de remplissage entre l'artériole afférente et l'artériole efférente. Concerne la circulation lymphatique rénale, à partir des nodules les plus proches du rein, partent des vaisseaux lymphatiques qui accompagnent la circulation sanguine, qui pénètrent par l'intermédiaire du hile dans le rein et vont accompagner les vaisseaux de la circulation, surtout au niveau cortical, jusqu'au glomérule. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de vaisseau lymphatique au niveau du glomérule. La circulation lymphatique s'arrête au niveau des artères interlobulaires. Concerne la circulation lymphatique rénale, à partir des nodules les plus proches du rein, partent des vaisseaux lymphatiques qui accompagnent la circulation sanguine, qui pénètrent par l'intermédiaire du hile dans le rein et vont accompagner les vaisseaux de la circulation, surtout au niveau cortical, jusqu'au glomérule. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a pas de vaisseau lymphatique au niveau du glomérule. La circulation lymphatique s'arrête au niveau des artères interlobulaires. Alors ici, c'est un schéma beaucoup plus détaillé de la circulation lymphatique rénale. Alors nous avons l'entrée par l'intermédiaire du hile lymphatique, les vaisseaux lymphatiques qui vont suivre la circulation, les vaisseaux de la circulation sanguine. En 2, nous avons les vaisseaux lymphatiques interlobaires. En 3, nous avons les vaisseaux lymphatiques arqués. Et en 4, nous avons les vaisseaux lymphatiques interlobulaires. C'est marqué en rouge. Et à partir des vaisseaux lymphatiques interlobulaires, il n'y a plus de circulation lymphatique, c'est-à-dire que ça s'arrête là. Il n'y a pas de circulation lymphatique au niveau du glomérule. Il n'y a pas de vaisseau lymphatique au niveau du glomérule. D'un autre côté, vous avez les vaisseaux lymphatiques médulaires qui ne sont pas très nombreux et qui ne pénètrent pas profondément la médulaire si on les compare aux vaisseaux sanguins. Donc, la médulaire n'est pas richement vascularisée par les vaisseaux lymphatiques. Ensuite, alors, ce qui est important à signaler aussi, ce sont les plexus lymphatiques capsulaires et subcapsulaires qui existent, qui entourent tout le rein, juste en dessous de la couche graisseuse. Toujours dans le cadre de la relation du rein avec le milieu extérieur, nous avons déjà étudié la vascularisation. On va s'intéresser de près à l'innervation. Bien, l'innervation se fait par le plexus rénal qui accompagne et entoure toujours l'artère rénale. Représenté sur le schéma, vous avez le plexus rénal gauche, mais vous avez aussi le plexus rénal droit. Alors, ce plexus reçoit une double innervation, une innervation orthosympathique et une innervation parasympathique. L'innervation orthosympathique se fait par des segments de la moelle à partir de la vertèbre thoracique 10 jusqu'à la vertèbre lombaire L1. Et l'innervation parasympathique, elle est assurée par le nerf vague
que vous avez déjà connu en étudiant l'appareil de circulation, en étudiant l'appareil digestif. Vous avez ce nerf vague, donc il émane du bulbe et il énerve presque toutes les fonctions physiologiques de l'organisme. Il a des rôles différents, c'est sûr, mais c'est un nerf qui est très important au niveau des fonctions végétatives de l'organisme. Donc là, on voit aussi son rôle au niveau du rein.